Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. Alors je suis ravi aujourd'hui de vous présenter une invitée exceptionnelle, une cycliste professionnelle, donc on pourrait appeler cet épisode Dans la tête d'une cycliste, une véritable étoile montante du cyclisme féminin. Je suis avec aujourd'hui Juliette Labou. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors c'est vrai que juste avant d'ouvrir les micros, c'est ce qu'on se disait, puisqu'on a déjà enregistré ensemble un épisode d'Ultra Talk, un épisode juste avant les Jeux Olympiques de 2021, qui avait été décalé en raison du Covid. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode, vous allez découvrir justement également le parcours. C'est pour ça qu'on ne va pas refaire aujourd'hui le palmarès de Juliette, sinon ça prendrait la totalité de l'épisode, je pense. On va se concentrer sur son actualité et puis la vision qu'elle a aujourd'hui de sa carrière et du cyclisme féminin. Donc effectivement, depuis 2016, l'entrée dans le professionnalisme, on va dire, le pas dans le monde des professionnels, Juliette a gravi les échelons un par un. Je vous invite également à aller regarder sa page Wikipédia et vous verrez vraiment que sa carrière se construit pas à pas. On ne brûle pas les étapes, on progresse très clairement, mais gentiment, on ne saute pas d'étapes. Tout d'abord, Juliette, comme je te l'ai dit juste avant, mais un grand merci pour ta disponibilité, parce que j'ose imaginer à quel point le temps est compté dans ta préparation et en saison comme ça d'une cycliste professionnelle. Donc un grand merci pour ton temps. Bienvenue sur le podcast. Merci. Bienvenue sur le podcast. Et puis j'allais dire, la saison n'est pas encore terminée, mais quelle saison tu réalises. Quel point comme ça, quel mot tu pourrais mettre sur cette saison 2023 qui est à quelques semaines de se clôturer. Mais qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire sur cette saison 2023 ? Ouais, je pense que ça a été une belle saison. Après, l'année dernière, c'était une belle saison aussi avec ma victoire sur le Tour d'Italie et à Burgos. Mais je pense que cette année, peut-être physiquement, elle était peut-être un peu plus aboutie. Avec la deuxième place au classement général du Giro, je pense que c'est peut-être le point le plus fort de ma saison. Et cinquième du Tour de France. L'année dernière, j'avais fait quatrième. Mais bon, je pense que il y a aussi des circonstances. Les autres, ça dépend pas que de nous. Et puis, personnellement, je suis quand même vraiment satisfaite. Et les championnats du monde aussi avec mon top 5 au contre-la-montre élite, c'est ma meilleure performance jusqu'à présent. Donc non, je pense que c'était une saison aboutie. Et il y a encore des belles choses à aller chercher, mais pour l'instant, je suis quand même satisfaite de cette saison. Il y a une vraie constance dans tes résultats. C'est vrai que tu l'as dit, un quatrième, cinquième, en tout cas, tu es présente parmi les meilleurs, parmi les toutes meilleures au niveau mondial. Et il y a une vraie constance. C'est pour ça que dans le cadre de la préparation de cet épisode, comme je le fais systématiquement, je vais un petit peu creuser. Je vais regarder les interviews, je vais regarder les palmarès, comment la carrière évolue. Et tu l'as dit, l'année passée, cette année, c'est une carrière aboutie, mais tu es encore toute jeune. Je veux dire, moi, quand j'ai regardé ton palmarès, très clairement, je me suis dit, mais en fait, elle a quel âge ? Parce que vu le palmarès, je me suis dit, mais il y a une énorme expérience en fait, et tu n'as que 24 ans. Donc à 24 ans, tu as commencé, en 2016, il y a eu des stages avec des équipes professionnelles qui t'ont fait franchir le pas et aller vers l'équipe qui était avant DSM, qui était Sunweb, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Voilà, l'équipe hollandaise. Donc certes, tu as 24 ans, mais tu as une énorme expérience au niveau international. Donc ça ne peut être que bon pour le futur. Mais juste si on fait un tout petit saut en arrière, j'ai parlé de Sunweb, j'ai parlé de DSM. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait justement cette prise de contact pour les auditeurs, comment s'est fait cette prise de contact avec les Hollandais et le fait de t'engager avec eux pour passer dans le monde professionnel? Et en fait, du coup, en 2016, donc déjà en 2015, j'étais junior 1, j'avais fait quelques résultats du coup à l'international, donc au championnat d'Europe, j'avais fait top 5 au chrono et à la course en ligne. Et ensuite, après au championnat du monde, donc j'avais fait cinquième aussi au contre-la-montre et à la course en ligne, j'étais dans l'échappée qui va au bout. J'avais fait une fringale, j'étais vraiment super déçue. J'ai une fringale sur une course d'1 heure et demie. Normalement, ça arrive pas, mais voilà, je sais pas, j'avais peut-être pas assez mangé avant. Bref, on était 4 et les 3 filles qui étaient avec moi, elles font podium. Donc, j'étais quand même assez déçue. Et au final, après cette course, il y a eu Hans Timmermans qui m'a contacté sur Facebook et c'était donc le DS de Liv Planture. Donc, j'ai quand même été vérifiée, etc. Parce que voilà, j'étais un petit peu surprise quand même. Et au final, on est rentré en contact donc à ce moment-là, donc fin d'année junior 1. Et du coup, après, ils m'ont invité sur des stages en 2016. Et après, ça s'est fait vraiment naturellement. Enfin, au niveau des résultats, ça s'est bien passé aussi pour moi en junior 2. Et du coup, après, pour moi, c'était assez logique d'aller vers eux parce que c'était une équipe qui me faisait rêver. Il y avait ce petit challenge aussi un peu d'aller à l'étranger. Et
voilà, les Pays-Bas, c'est comme la nation du cyclisme. Donc pour moi, c'était vraiment évident d'aller là-bas. Surtout quand on regarde les classements féminins, c'est vrai que les Hollandaises, très clairement, sont toujours au devant de la scène. Très clairement, sont toujours au devant de la scène. Donc, il y a forcément une éducation qui est faite depuis leur plus jeune âge, pas forcément que la gagne, mais la culture du cyclisme et l'amour du cyclisme en général. Et quand tu nous parles de stages, justement, donc tu as fait des stages avec eux, et dans l'imaginaire, on va dire, d'un passionné de cyclisme, quand une personne est convoquée pour aller faire un stage, il se passe quoi? C'est-à-dire que est-ce que c'est un stage où on te regarde évoluer avec les équipières? Est-ce que c'est un stage où on te met sur un watt bike et on contrôle tes watts pour savoir qu'est-ce que tu produis en watts et comment tu récupères? Alors, c'était en 2016, depuis les data, la technologie a beaucoup évolué, mais ça s'est passé comment pour toi, Juliette? Alors, j'en ai eu deux. J'en ai eu déjà un, il me semble, en avril, où du coup, là, j'étais la seule invitée, ou peut-être avec une autre. Non, on était deux. Et du coup, donc avec les autres équipières, donc c'était à Citar, où maintenant l'équipe est basée encore, mais avant, c'était dans une grande maison. Et où du coup, clairement, j'étais en communauté avec elle. Donc, c'était un peu plus pour voir comment je me comportais dans le groupe. Après, on a fait quand même des belles sorties aussi. Donc, ça permet aussi de voir le comportement sur le vélo, voilà, le niveau de la technique, un peu aussi de la résistance, etc. Mais c'était pas forcément, on va dire, au niveau des tests physiques, etc. C'était plus, je pense, le comportement qu'ils évaluaient à ce moment-là. Et donc voilà, ça m'avait vraiment plu. Voilà, on faisait des petites activités aussi hors du vélo, donc c'était sympa. Après, voilà, c'était aussi en anglais, c'était un petit peu encore compliqué. On regardait des films en anglais sans les sous-titres, je comprenais pas grand-chose. mais c'était quand même un très bon stage et les filles m'avaient super bien accueilli. Et ensuite, en juin, j'avais fait un stage du coup plutôt détection. Donc là, on était 4 ou 5 juniors d'après ce que je me rappelle. Et du coup, il y avait que quelques filles de l'équipe. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3. Où là, en fait, c'était en Allemagne et c'était vraiment test basé plutôt sur le côté physique. Où on a fait quelques contre-la-montre, donc un en montée, un sur le plat. Et aussi une grande sortie avec des cols où j'avais cassé mon cap de dérailleur, d'ailleurs, je me rappelle. Mais ça s'était quand même super bien passé et je pense que ça m'avait aussi aidé à concrétiser un petit peu. Et en fait, un enchaînement de ça, j'avais aussi la Coupe des Nations à Pstatt en Allemagne, qui n'existe plus maintenant, mais c'était une course par étapes junior, donc de 3 jours. Donc ça m'avait vraiment motivé d'avoir fait ce stage avant et je voulais vraiment leur montrer que j'avais ma place dans l'équipe. Donc non, c'était 2 stages vraiment très enrichissants où il y avait aussi du coup des experts de l'équipe, donc des nutritionnistes. Il y avait entraîneurs et DS, donc qui nous expliquaient un peu comment ça se passait. On avait quelques présentations avec des PowerPoint, etc. Donc un petit peu théorique, mais ça m'avait plu du coup. Ouais, donc c'est surtout à cette époque, en tout cas, sur le savoir-être de ton comportement, de ton intégration dans l'équipe. Mais je pense aux jeunes filles qui rêvent de passer cycliste professionnel. Quelles sont, selon toi, les compétences essentielles pour exercer au niveau professionnel? Que ce soit être un leader, que ce soit juste être équipier, domestique, comme appellent les Anglais. C'est vrai que ce mot me fait beaucoup rire quand je vois ça sur les réseaux. Mais quelles sont, selon toi, les qualités essentielles pour exceller au niveau professionnel? Je dirais un peu comme celle dans une entreprise normale qui implique le travail d'équipe. C'est vrai qu'il faut savoir collaborer avec les autres. Il faut arriver à mettre quelquefois ses émotions un petit peu de côté pour écouter celles des autres, etc. Donc, je dirais des qualités un peu basiques, entre guillemets, de la vie de tous les jours. Et puis voilà, savoir s'intégrer. Et puis voilà, être prête à sacrifier à 100% pour l'équipe, même si des fois, peut-être qu'on avait une autre idée dans la tête, mais il faut vraiment penser à la victoire de l'équipe, voilà, vraiment écouter ce qui est plus important et savoir aussi un peu donc rester à sa place quand il faut et puis aussi avoir de l'ambition. Je pense que ça c'est super important dans la vie de tous les jours aussi, c'est avoir des objectifs et essayer de tout faire pour les atteindre, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis. Tu as commencé en me répondant en disant c'est comme dans une entreprise. Et je pense que beaucoup d'auditeurs et beaucoup de personnes probablement l'ont aussi découvert, on va dire ce monde-là, et puis ce qui se passe derrière la vitre du bus. Tu vois ce que je veux dire? Et notamment, je pense aux documentaires, les épisodes sur Netflix, qui ont vraiment fait prendre conscience aux gens ce qui se passe derrière. Et derrière, en fait, oui, il y a des meetings, il y a des briefings, il y a un manager qui fait son briefing, qui donne ses directives. Il y a aussi ce dont a envie le coureur, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant à travers ce documentaire, et tu nous diras comment ça se passe aussi dans ton équipe, mais j'ai trouvé, je ne pensais pas très clairement, pourtant je fais du vélo, j'ai connu le haut niveau, mais j'ai pas connu le professionnalisme, je ne pensais pas qu'à ce point, le coureur pouvait donner son avis, et je pensais vraiment qu'il y avait une stratégie qui était donnée par le manager,
et que après, c'est les faits de course qui faisaient que ça marchait ou que ça marchait pas. Et là, j'ai trouvé en tout cas des images qui ont été retournées, qui ont été mises à l'écran, qu'il y avait beaucoup de prises de parole du coureur. Et le coureur pouvait dire, moi je le sens ou je le sens pas, moi j'aimerais. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Toi, en tant que coureuse professionnelle, déjà, est-ce que tu as regardé la série ? Et quel a été ton regard sur ça, toi qui es dans le milieu ? Moi, j'ai regardé la série, mais pas encore en entier. C'est vrai qu'avec toutes les courses, j'avais plus envie de regarder du vélo sur Netflix pendant l'été, donc je me suis dit que je vais finir en coupure. Mais je pense que c'est super intéressant. Il y a beaucoup de monde de mon entourage qui me dit on a vraiment bien adoré, on a adoré cette série parce qu'on a compris en fait un petit peu des fois ce que tu nous expliques ou voilà, que le vélo c'est pas juste pédaler et puis voilà le plus fort gagne quoi. Donc c'est vraiment un sport d'équipe. Et il y a tous les briefings. Et oui, en effet, le coureur dit ce qu'il pense aussi. Après, ça dépend un petit peu du fonctionnement de l'équipe. Généralement, nous, après chaque étape, le directeur sportif vient nous voir dans les chambres. Donc, en général, il passe voir soit les capitaines, soit les leaders en premier. Et du coup, voilà, c'est quand même ces coureurs-là qui ont un petit peu plus d'influence parce que la stratégie est quand même axée autour d'eux. Donc, généralement, on dit quand même ce qu'on veut, ce qu'on pense, mais après, voilà, il y a quand même des stratégies générales. Donc, de base, ça va pas non plus peut-être changer totalement, mais le DS vient nous voir, nous propose qu'est-ce que tu penses de ci, peut-être qu'on pourrait faire ça demain, et voilà, soit on est complètement d'accord, ou des fois, on a des petits argumentaires, voilà, quelquefois, on n'est pas d'accord, mais au final, on finit toujours par trouver une solution. Donc, non, c'est super intéressant, et je pense que c'est pas comme je dis, c'est pas juste pédaler. Donc il y a vraiment toute une autre partie qu'on connaît pas forcément quand on n'est pas dans le monde pro. Ouais, et là, je pense que c'est là que les qualités d'un directeur sportif, notamment au niveau de l'approche du coureur, doivent être très très intéressantes parce que venir faire un débriefing à une fille qui vient de faire une performance ou en tout cas qui a atteint l'objectif de la journée et venir faire un débriefing à une fille qui a été en dessous de l'objectif de la journée pour des faits de course. L'approche et les mots ne doivent pas être les mêmes. Donc là aussi, c'est là que ce métier est formidable, c'est qu'il y a une vraie approche humaine pour faire passer des messages et que, en fonction de la journée qui vient de se passer, l'approche avec la fille pour parler de la journée d'après n'est pas la même. L'approche n'est pas la même. Donc ça, c'est très intéressant au niveau justement des relations humaines et du management. Mais je voudrais juste revenir sur ton métier de coureuse professionnelle qui exige une discipline une grosse et une très grande discipline. Est-ce que tu as une routine d'entraînement dans ta préparation physique ? C'est vrai qu'on me pose souvent cette question et au final, ça varie quand même beaucoup en fonction des objectifs. Et j'ai un entraîneur qui aime diversifier les entraînements. Donc, on va dire que je fais pas toujours un entraînement particulier tel jour avant la course. Donc, ça varie beaucoup en fonction de la forme, de ma récupération, etc. Mais après, il y a quand même des blocs. Voilà, l'hiver, c'est quand même assez similaire chaque hiver. Et on va dire avant la course, généralement, j'ai quand même un gros bloc d'entraînement. Par exemple, là, peut-être prendre cette période, j'ai fait Plouay, par exemple, en fin août, et je m'étais déjà repréparée après le Tour de France où j'avais fait le championnat du monde, j'avais fait une petite coupure. Donc, j'ai eu 2 semaines pour me préparer et encore 2 semaines maintenant pour préparer les dernières courses de la saison. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'entraînement assez intense et plutôt long. Et du coup, là, la dernière semaine avant la course, c'est souvent entre guillemets facile où on fait pas grand chose parce qu'il faut récupérer à fond et arriver le jour J le plus frais possible. Donc, c'est quoi une petite coupure, après, Juliette, pour toi ? Une petite coupure, c'est quoi pour une championne comme toi ? Normalement, j'avais que 2 jours parce qu'on avait donc le jour de voyage et un jour de repos à la maison. Et là, j'ai dit, j'ai fait une petite réunion avec l'équipe. Je leur ai dit, je pense que physiquement, je suis pas tant fatiguée que ça, mais là, mon corps, il s'est mis en mode complètement off après le championnat du monde parce que je pense mentalement, j'avais vraiment le mois de juillet et le mois d'août avec le championnat du monde en tête depuis, on va dire, début octobre l'année dernière, juste après la fin de saison. J'avais vraiment ces objectifs en tête. Et une fois passé, j'ai vraiment eu besoin de décompresser. Donc, j'ai quand même fait 4 jours de repos, dont un jour où j'ai juste été roulée quand même avec mes neveux en VTT. Mais voilà, on va dire que ça compte pas. Donc, j'ai fait 4 jours de repos et au final, ça m'a fait un bien énorme parce que mentalement, je pense que je n'aurais pas tenu jusqu'à la fin de saison si je c'est surtout pas mentalement, juste ces je 2 pense. petits jours de repos. Ouais, je pense que c'est surtout mentalement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un tour, notamment, tu as enchaîné Tour d'Italie, Tour de France. Quand on fait un grand tour comme ça, c'est 3 semaines de concentration. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas dans le monde du cyclisme, on ne peut pas forcément comprendre pourquoi 3 semaines de concentration. Mais quand on est une championne comme toi qui vise la victoire, qui vise le podium, on doit faire attention à son placement
je dirais, chaque seconde. Regarder ce qu'on est bien entouré pour ne pas chuter là où on met ses roues, pour ne pas crever. C'est vraiment une concentration. Et je pense que le mental, effectivement, quelquefois l'envie de faire une pause est plus probablement pour se ressourcer mentalement que physiquement. Oui, c'est ça. Mon entraîneur et c'est ce qui fait la m'a dit, différence entre les grands champions et les autres, puisque certains ne sont pas capables, c'est aussi une sélection qui se fait, c'est que certains ne sont pas capables de rester concentrés 3 semaines. Et au bout d'une semaine, 10 jours, mentalement, ça craque. Ça fait la différence. Ouais, c'est ça. Je pense que le mental, c'est super important. Mon entraîneur, après les championnats du monde, m'a dit, écoute, pour moi, physiquement, t'es pas forcément fatigué, parce que j'avais quand même fait des jours, des semaines assez light après le Tour de France, pour les championnats du monde, du coup. Mais il m'a dit, voilà, je peux comprendre que mentalement, ça soit quand même assez dur. Donc, je te laisse parler avec plutôt le côté performance, le staff, la performance de l'équipe. Et ouais, je pense que c'est un côté, des fois, qui peut être un petit peu sous-estimé. Mais comme je le disais, depuis octobre, on a ça dans la tête. Donc, c'est quand même super long. Et on va dire, chaque jour, on pense à ses objectifs. Donc, il y a déjà ce côté-là. Et puis, voilà, quand on est le jour J, à partir, on va dire, du début du Giro, c'est être concentré tout le temps. Voilà, il y a beaucoup d'émotions. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Il faut savoir rebondir. Après le Giro, donc voilà, j'étais très contente, mais il fallait rester super concentré. Il fallait aussi s'écouter au niveau du repos, etc. Je suis repartie oui, parce en qu'il y a tous chambre ces hypoxie. protocoles également. Il y a tous ces protocoles également, Juliette, parce que quand on fait deuxième du Giro, il y a tous les protocoles d'après-course. C'est-à-dire qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, tu ne vas pas tout de suite commencer ta récupération. Il y a cette phase d'attente, cette phase de podium, où après tu rejoins tes équipières. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on doit intégrer dans l'après-course. Ouais, et puis aussi, ça, encore au Giro, c'est assez rapide, mais il y a surtout aussi ce côté médiatique, ou surtout au niveau du Tour de France. En ayant fait deuxième du Giro, du coup, il y a eu encore plus d'attention médiatique, je pense, sur moi. Donc, il y a aussi ce côté-là, faut gérer les interviews. Enfin, voilà, la pression, elle augmente forcément un petit peu. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et puis, ouais, il faut arriver à être contente, mais en même temps rester concentré. Enfin, faut pas rester, c'est trouver le bon faut équilibre. pas rester euphorique. Trouver le bon équilibre. Alors justement, cet équilibre, comment est-ce que tu arrives à le trouver, même si tu as quand même déjà beaucoup d'expérience, hein. C'est ta 7e année professionnelle. Donc voilà, l'expérience, elle est là. Mais comment est-ce que tu gères, si tu avais des astuces ou quelque chose à nous partager autour de ça, sur la gestion de ton équilibre professionnel, personnel, vie familiale? Est-ce que tout est déjà schedulé, tout est déjà programmé sur un mois, sur un trimestre? Ou est-ce que c'est à la semaine? Comment est-ce que tu te protèges de toute cette médiatisation, de toute cette attente autour de toi également, de toutes ces demandes probablement également au niveau médias et presse? Donc comment tu gères pour essayer de trouver, c'est très difficile, cet équilibre? Ouais, je pense que c'est difficile et il n'y a pas franchement de recette parfaite, mais déjà, l'expérience, je pense que ça joue énormément. Enfin, je suis professionnelle depuis 2017, mais même depuis, on va dire, les années minimes cadettes, c'est les premiers rendez-vous où on peut être approché par les journalistes, etc. Donc, c'est vraiment depuis toute petite, en fait, qu'on développe au fur et à mesure un petit peu ce côté-là. Et voilà, après, je pense que l'année dernière, sur le Tour de France, c'était quand même quelque chose dont on n'avait vraiment pas l'habitude, l'aspect médiatique à ce point-là. Et après le Tour de France, j'ai eu des débuts d'ulcères à l'estomac, etc. quand j'ai relâché, parce que je pense que je m'étais énormément stressée et je m'en étais pas forcément rendu compte. Donc c'est quelque chose que j'ai quand même travaillé. Je me suis dit, cette année, il faut que j'arrive à mieux gérer ça. Il faut pas que ça me fasse autant de mal, entre guillemets. Et du coup, déjà mentalement, de savoir ce qui allait m'attendre, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a aussi l'entourage, forcément, ça aide beaucoup. On parle pas mal avec mon copain qui est cycliste professionnel aussi. Donc je pense que ça, c'est important. Et je fais aussi un petit peu de yoga, donc voilà, je vais pas dire que je suis pro en yoga, pas du tout, mais j'aime bien en faire, j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube, etc. Et chaque jour aussi pendant le Tour de France, donc je faisais pas forcément du yoga, mais je prends un temps le matin pour faire des étirements, de la mobilité, et du coup ça me permet un petit peu de me détendre le matin et de me préparer en même temps, et le soir de refaire des étirements, et je pense que ça aide à vraiment décompresser un petit peu et en même temps se reconcentrer, et ça permet un petit peu d'oublier cette pression qu'on a en nous. Alors c'est vrai que est-ce que quand tu t'es lancé dans ce monde professionnel et tu as franchi le pas, donc il y a maintenant plusieurs années, est-ce que tu t'imaginais ce qu'est devenu le cyclisme féminin aujourd'hui? Parce que comme tu l'as dit, ça a changé l'année passée, où tu as vu la différence de la médiatisation sur le Tour de France féminin. Mais est-ce que tu aurais imaginé ce qu'est le cyclisme féminin aujourd'hui?
On va dire, j'avais de l'espoir. Enfin, franchement, je pense que quand je suis passée professionnelle, bah voilà, c'était pas du tout pareil, hein. Enfin, on n'était pas payé quand on commençait, etc. C'est le jour et la nuit par rapport à maintenant. Mais j'avais vraiment espoir que ça se rapproche un peu plus des garçons. Et enfin, je savais pas forcément à quelle vitesse, hein. Je pense que ça a été ça surtout la plus grande question. Et au final, ça a été quand même très vite. Enfin, en tout cas, c'est bien, hein. Je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Et l'année dernière, le Tour de France a encore multiplié les choses et ça a donné une autre dimension, je pense, au cyclisme féminin. Donc, est-ce que je m'y attendais? Oui et non, c'était dur de prédire un petit peu ce qu'allait se passer. Mais je savais qu'à terme, il n'y avait pas de raison, voilà, pourquoi ça ne marcherait pas, quoi. En tout cas, enfin, moi, je suis et je supporte énormément une marque française, hein, qui s'appelle Wilma, qui crée des vêtements pour les femmes justement qui font du vélo. Donc je suis très impliqué dans ce milieu-là et je trouve Mhm. l'engouement extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et est-ce que justement, je trouve aussi la manière dont c'est structuré les équipes. Oui. C'est aussi très bien. C'est-à-dire, il y a un team. Je prends en l'occurrence ton team, hein, qui est DSM. Et il y a une Mhm. équipe homme et une équipe femme qui sont équipées de la même manière. Mhm. C'est-à-dire, à la base, on sait que le matériel, comme dans d'autres sports professionnels, mais on sait que le matériel, ça compte beaucoup. Et moi, Oui. d'ailleurs, en début d'année, quand on apprend que telle équipe est équipée par une marque, on se dit, ah, pas de chance, c'est dommage. Alors que d'autres qui viennent de prendre une marque, on se dit, c'est génial de pouvoir rouler Ouais. sur ce matériel. Et on sait que le matériel est important. Donc là, je Mhm. trouve que le cyclisme féminin se structure très très bien avec, avec des teams et un équipement identique. Et on se sent vraiment dans... Enfin, je pense que vous devez vous sentir une seule et même équipe. Mhm. Il y a pas d'équipe féminine, il n'y a pas Non. d'équipe masculine. Est-ce Ouais, que ouais. vous avez souvent l'occasion, parce qu'après, la saison, une fois qu'elle est lancée, vos courses et vos objectifs filent, mais est-ce que vous avez parfois, dans la saison ou avant la saison, Mhm. des points de rencontre comme ça de toute l'équipe et ça te permet d'échanger avec Romain Bardet justement Mhm. sur ses objectifs à lui, sur un partage d'expérience avec les hommes, que ce soit Romain Bardet ou un autre coureur. Oui, on a l'occasion déjà en octobre en général, on a un rassemblement d'équipe. Donc là, cette année, ça va être uniquement au niveau de la cohésion, donc avec tous les coureurs et les DS. Donc je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Et après, on a les stages hivernaux où généralement, on n'est pas forcément tout le temps ensemble, mais sur certaines périodes, par exemple, parce qu'on est quand même un gros groupe, vu qu'il y a l'équipe développement, l'équipe World Tour masculine et féminine. Donc, ça fait beaucoup de coureurs, donc on n'est pas souvent tout le temps les trois groupes en même temps, mais on est généralement à cheval sur des périodes dans le même hôtel, donc c'est aussi intéressant. Donc, on a quelques réunions en commune. On roule pas forcément ensemble parce que les niveaux des entraînements, c'est quand même compliqué voilà, de faire marcher les deux. Donc, on roule pas forcément ensemble, mais on a aussi, par exemple, les stages attitude. Donc, j'en ai fait cette année à Tenerife où on était on était cinq, trois garçons et deux filles. Donc, j'avais une équipière et donc il y avait Romain Bardet et deux autres garçons. Donc, je pense que c'est assez particulier. Il n'y a pas tant d'équipes où ça se passe comme ça et je pense que ça, c'est vraiment super parce qu'on peut apprendre les uns des autres. Donc, je trouve ça super enrichissant et ça permet aussi un peu de parler des courses des garçons. Et eux, bah, par exemple, Romain Bardet, on l'a un peu initié au cyclisme féminin. Il n'était pas trop intéressé et maintenant, il est à fond. Il était même au bord des routes pendant le Tour de France Femmes. Donc, non, je pense que c'est Exactement. vraiment super. Ouais, c'est vraiment top de voir ça. Et je reviens un tout petit peu sur les briefings, sur la stratégie. Mhm. Est-ce que vos briefings sont basés sur des datas, sont basés sur de la reconnaissance? Parce qu'il y a des directives, hein, qui sont données par le directeur sportif Mhm. sur l'étape du jour ou la course du jour. Est-ce que les équipes hollandaises, en l'occurrence DSM, qui sont quand même, je pense, très évoluées sur la préparation Mhm. et les gains marginaux, est-ce que les datas viennent appuyer une stratégie ou est-ce que c'est totalement dissocié? Oui et non. Alors déjà, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de meetings avec les équipes néerlandaises, je pense, en général. Par exemple, nous, pour le Giro et le Tour, on a eu 6 meetings, donc au total, donc 3 pour le Tour, 3 pour le Giro, entre début mai et fin juin. Je pense que ça, c'est assez particulier. Il n'y a pas énormément d'équipes qui font ça. Où du coup, on parlait de la stratégie générale et aussi on a analysé toutes les étapes, donc le parcours, etc. Donc au niveau des pourcentages, les points clés, etc. Donc ça, je pense que c'est super important et je pense qu'on peut parler un petit peu de data là-dessus. Voilà, c'est vraiment connaître le parcours presque au kilomètre près, même sans l'avoir fait. Et après, au niveau puissance, etc., on n'en parle pas forcément.
Peut-être plus personnellement, individuellement, le Oui, coureur avec l'entraîneur, par exemple, pour les contre-la-montre, c'est super important où on a quelqu'un de la performance qui s'occupe uniquement des pacing plans pour le contre-la-montre. Donc là, enfin, clairement, moi, j'adore ça. C'est souvent au watt près que je fais mes contre-la-montre quand je suis en forme. Donc, je trouve ça super intéressant et c'est fou que les ordinateurs arrivent à vraiment calculer aussi bien maintenant ce qu'on va faire, quoi. Ouais, ça, je me souviens très bien d'ailleurs j'ai vu un reportage, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, ou une interview de Romain Bardet qui disait qu'aujourd'hui, avec la technologie qui était développée, et sur une météo stable, les entraîneurs étaient quasiment capables, en fonction de la forme physique du coureur, de dire le temps qu'allait mettre le coureur sur une ascension à quelques secondes près. Et c'est assez bluffant. Et je fais la petite parenthèse parce que dans le cadre de la course que j'organise, qui est dans l'ultra-distance, je travaille avec un spécialiste du sommeil que j'ai croisé notamment lors de l'UTMB il y a une quinzaine de jours et qui m'expliquait en fonction de l'index, parce qu'aujourd'hui, pour faire l'UTMB, il faut que tu aies un indice de performance, ce qu'ils appellent un index. Et en fonction de cet index, eh bien, le spécialiste du sommeil avait développé un algorithme et était capable de dire à 15-20 minutes près quel allait être le temps final du coureur sur l'UTMB. Donc 176, je crois, 172 km en courant. Et c'est là que tu vois que les datas et les algorithmes sont... voilà, je ne dis pas qu'il faut tout faire autour de ça, mais je pense qu'il faut quand même y prêter une certaine attention. Donc voilà, je voulais faire la parenthèse sur ça. Et je voulais revenir sur le Tour de France et le Tourmalet, parce que j'ai trouvé cette étape dantesque, alors par les conditions météorologiques, mais aussi dans la tension qui s'en dégageait. Déjà parce qu'on savait que ça allait se jouer ici, mais aussi cette rivalité entre les deux coureuses hollandaises et le fait de laisser partir la coureuse polonaise et puis ensuite d'être quasiment à l'arrêt. Comment toi, est-ce que tu vois ça de l'intérieur? Parce que c'est quand même des moments historiques de voir cette tension-là suite à une rivalité sur le Giro, je crois, c'est ça Oui, un petit peu. Ouais, qui est né un petit peu aussi à la Vuelta, parce que Vuelta, il y a eu l'histoire de Lara et Pipi voilà, c'était la Vuelta. avec Annemiek et Demi, donc c'était assez particulier. Il y a eu plusieurs du coup sons de cloche, donc on ne sait pas trop comment le conclure, mais le Tourmalet, en tout cas, la tension était là. En tout cas, la tension était là dans l'ascension. Ouais, elle est réelle, c'est sûr, et c'était une étape assez, qui pouvait un petit peu décontenancer, pour ma part en tout cas. Bon, dans l'Aspin, moi, j'ai eu un petit peu, je sais pas, j'étais dans la route Ashley Moolman, elle a pas suivi quand il y a eu les trois qui se sont détachés, et du coup, j'ai pas pu y aller non plus. Il y a eu un petit écart, et après, c'était trop tard. Du coup, un petit peu de ma faute. J'aurais peut-être dû plus tout donner pour essayer d'être avec Kasia Niewiadoma, par exemple, parce que je pense qu'au final, physiquement, on était un petit peu pareil ce jour-là. Et du coup, c'était vraiment super ce qu'elle a fait. Je pense que c'était le meilleur coup à jouer. Et franchement, bravo à elle, parce que c'était vraiment une belle étape. Mais après, du coup, dans le Tourmalet, je m'attendais vraiment à ce que Annemiek van Vleuten fasse comme d'habitude. Elle roule à fond depuis le pied et qu'en fait, après, chacune prenne son rythme. Quoi, on est vraiment habitué à ça, que ce soit sur le Giro ou sur n'importe quelle course, normalement, où elle est là, c'est un peu comme ça. Et là, en fait, pas du tout. Et du coup, moi, j'ai été un petit peu déstabilisée. Et puis, je me disais, purée, maintenant, il y a Kasia qui est devant. Qu'est-ce que je dois faire et tout. Donc, j'ai essayé d'attaquer, mais il me manquait un petit peu de punch. Puis, voilà, c'était des filles quand même super fortes. Donc, c'est dur de faire la différence avec elles. Et ouais, du coup, ça a été assez dur à gérer. Et pour moi aussi, ce qui était déstabilisant, c'était que Lotte Kopecky était encore là. Et je me disais, purée, elle est encore là. Et normalement, incroyable. Elle n'est quand même pas censée passer l'école comme ça. Donc, je me dis, elle va quand même lâcher et tout. Puis, au final, elle a lâché. Et j'entendais qu'elle était qu'à 30 secondes. Je me disais, du coup, je me disais, le podium, là, il s'éloigne de plus en plus. Donc, c'était quand même une ascension dure à gérer. Même si je me sentais bien, c'était assez particulier. C'était quelque chose dont on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Et je pense que c'est bien, parce que ça ouvre une autre dynamique aussi au cyclisme féminin. Parce qu'avant, du coup, c'était peut-être un peu moins marrant, entre guillemets, à regarder. C'était plus facile pour nous tactiquement, parce qu'il fallait juste appuyer le plus fort possible dans le col. Mais je pense que là, du coup, ça devient de plus en plus tactique. Et c'est ce qui va rendre le cyclisme féminin encore plus intéressant, je pense. Ouais, complètement, parce que c'est vrai que tu l'as dit, juste en écoutant en fait la manière dont s'est passée l'ascension du Tourmalet, on se rend compte qu'il y a plein de paramètres à maîtriser. La puissance à développer, l'observation, la déstabilisation, parce qu'on s'attendait à une stratégie effectivement habituellement
Van Vleuten se met en tête, envoie des watts, et puis ça saute au fur et à mesure, et elle reste toute seule. Et là, pas du tout, il y a de l'observation. Il y a presque eu un moment donné où elles se sont presque arrêtées, où elles devaient être à 5-10 à l'heure, elles se sont parlé, on le voyait vraiment aux caméras. Ça devait pas forcément être l'échange très cordial, mais en tout cas, on voyait qu'il y avait une tension, et donc le groupe est revenu derrière. Kopecky était toujours là. Et donc on se rend compte qu'effectivement il doit y avoir une gestion des émotions et une capacité aussi à prendre la bonne décision qui est déterminant, et tout ça passe par une forme physique la plus bonne possible, parce que moins tu es dans le dur, plus tu as de recul pour justement réfléchir à tout ça. Et en tout cas cette étape était formidable, et quelle ambiance. Et ça aussi pour vous, j'imagine que de voir le public comme ça dans les ascensions, même si vous devez rester forcément concentré, vous devez l'entendre, le voir, et ça doit être un vrai booster pour vous. Ah non, c'était énorme. Chaque jour, mais je pense que là-bas, c'était particulier parce qu'on va vraiment pas vite dans un col, donc on a encore plus le temps d'entendre les encouragements, et il y avait énormément de spectateurs qui m'encourageaient, donc ça me poussait vraiment, surtout à la fin, on voyait vraiment strictement rien. Enfin, je regardais mon compteur pour voir où allait aller le virage, pour essayer de couper le plus possible des trajectoires. Et là, il y avait vraiment beaucoup de spectateurs, et j'étais assez étonnée parce que voilà, fallait quand même aller tout au-dessus du Tourmalet, fallait y aller tôt, parce qu'après la route était barrée, donc j'avais quand même un petit peu les questions dans ma tête. Je me disais, je sais pas s'il y aura quand même énormément de monde. Il y en avait quand même peut-être moins que sur les étapes masculines, mais j'ai trouvé ça quand même déjà super bien. Enfin, et ouais, ça pousse énormément quand on est dans le dur et qu'on est encouragé comme ça fait des frissons, on s'entend plus respirer, etc. Donc c'est vraiment particulier, et ça fait vraiment plaisir de voir cet engouement. Ouais, c'est génial. Moi, j'étais à l'arrivée l'année passée aux planches de Belleville. C'est pareil, il y avait une ambiance incroyable. C'était hyper spectaculaire, hyper difficile aussi pour vous, avec ces derniers murs qui étaient juste avec des pourcentages de folie. Mais en tout cas, je ne vois pas... aujourd'hui, je pense que c'est lancé, très clairement c'est lancé, et ça fait partie du paysage, et on ne pourrait plus faire sans, comme ça a été le cas malheureusement de nombreuses années. Mais je trouve que c'est vraiment une mise en valeur du sport féminin de manière exceptionnelle. Alors on parle du Tour, mais il n'y a pas que le Tour, hein. Tu as aussi un palmarès incroyable sur des monuments cyclistes. S'il y avait comme ça un moment particulier qui t'a marqué, Juliette, que ce soit un monument belge ou autre, mais s'il y avait comme ça un moment dans ta carrière qui t'a vraiment, vraiment marqué? Je dirais peut-être ma victoire sur le Giro, où c'est quand même le Tour d'Italie. Pour moi, ça a quand même été une des plus grosses courses avant qu'il y ait le Tour de France. C'était vraiment la course de référence. Donc, depuis que je suis passée pro, j'ai toujours voulu performer là-bas, et c'est une course qui me plaît. Et puis voilà, c'était vraiment dur. J'avais eu un coup de chaud sur l'étape d'avant. Il faisait 40 degrés. On avait été beaucoup dans ce cas-là, mais du coup, le général, j'étais super loin. J'étais à 4-5 minutes. Et sur le coup, vraiment beaucoup de déception. Mais dès le soir, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Faut que je vise une étape. Et j'avais vraiment coché cette étape-là. Donc, je l'avais vraiment dans ma tête, et l'équipe était à fond avec moi, et j'ai réussi à rebondir. Et c'était vraiment pas facile. Et au final, ce jour-là, il y a tout qui s'est passé un peu comme dans un jeu, quoi. On avait dit qu'il faudrait une échappée assez grosse qui est partie. Ouais, c'est ça, vraiment. On s'est parti au bout de 2 kilomètres. Un groupe avec les filles avec lesquelles j'aurais bien aimé être. Elles étaient toutes dans ma liste que j'avais cochée. Elles étaient toutes là. Et après, au final, ça s'est vraiment fait comme prévu. Il y a juste eu un moment où j'ai eu un peu peur parce que ça roulait vraiment plus dans mon groupe. Et du coup, l'écart était revenu à 2 minutes, je crois, au pied de la bosse. Donc, au final, il a vraiment fallu être forte et arriver à pas se faire rattraper par le groupe des favorites qui avait pas fait beaucoup d'efforts dans la journée. Donc, c'était une journée particulière. Et ouais, je pense qu'on n'en a pas beaucoup des jours comme ça où tout se passe vraiment comme prévu de A à Z, quoi. Et c'est vrai que tu parles de l'Italie, hein, qui est quand même un pays fan de cyclisme, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, en World Tour, le cyclisme italien est un peu moins au devant de la scène. Est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça dans lesquels il y a une ambiance de dingue? Alors, je pense à la Belgique, forcément, les Pays-Bas, enfin, quand on voit les courses, on se dit, un jour dans ma vie, j'aimerais bien juste aller voir, tu vois, pour sentir l'ambiance. Ouais. Mais selon toi, le pays ou la course où il y a une plus belle ambiance et un bel amour du vélo, ça serait où? C'est sûr que niveau spectateurs, l'Italie, l'Espagne, il y a des belles courses, mais au final, surtout pour le cyclisme féminin, il n'y a pas énormément de spectateurs, voire vraiment peu. Enfin, cette année sur le Giro, il n'y avait vraiment pas beaucoup de spectateurs, c'était un peu triste. Mais je pense que la Belgique, peut-être que c'est quand même, par exemple, le Tour des Flandres, il y a quand même énormément de monde. Après, moi, clairement, pour moi, personnellement, je dirais le Tour de France, les départs, les arrivées, etc. Enfin, c'était quelque chose de vraiment particulier. Donc,
Moi, personnellement, je dirais quand même le Tour de France. Après, les pays en général, il y a aussi le Royaume-Uni, on en parle un peu moins, mais les spectateurs là-bas, c'est vraiment énorme. Il y en a vraiment en masse et ils encouragent vraiment du début jusqu'à la fin, premier coureur au dernier. Et j'avais vraiment bien aimé courir là-bas, même à Glasgow aussi, pareil, c'était vraiment sympa. Donc, pour ça, je dirais peut-être le Royaume-Uni ou la Belgique, où il y a quand même, voilà, c'est le pays de vélo. Mais pour les filles, un petit peu moins quand même. Je dirais ça, c'est peut-être un engouement un petit peu moins important que pour les garçons, donc je le mettrais peut-être en deuxième quand même. Bon, voilà, merci pour ce partage. En tout cas, c'était intéressant justement de toi qui le vis de l'intérieur, que tu puisses mettre comme ça ces échelons. Et même si la saison n'est pas encore officiellement terminée, on arrive sur une fin de saison. Est-ce que tu as encore des objectifs sur cette fin de saison ou est-ce que tu es déjà sur 2024? Non, j'ai quand même des gros objectifs. Là, cette semaine, ça va être le Tour de Romandie féminin et je me sens vraiment en forme. Peut-être pas la forme la meilleure que j'ai eue, mais peut-être que si quand même. J'ai pas eu de problème de santé, alors que toute l'année, j'ai eu quelques petits pépins, ce qui m'ont jamais beaucoup, beaucoup retardé, mais ma préparation n'était pas linéaire. Et là, je me sens vraiment bien avant le Tour de Romandie, donc je me dis pourquoi pas aller chercher quelque chose de gros là-bas. Surtout qu'il y a quelques filles qui, au contraire, sont peut-être un peu plus fatiguées en fin de saison, un peu moins bien récupérées. Donc, j'aimerais bien faire la différence là-bas et pouvoir m'exprimer, surtout la deuxième étape avec une arrivée au col que j'ai été repérée en voiture récemment. Ensuite, il y a les championnats d'Europe avec l'équipe de France où là, je pense qu'on peut faire de belles choses aussi sur le relais mixte. On veut aller chercher une médaille et voilà, peut-être prendre notre revanche sur les Suisses, même si je pense que physiquement, ils sont quand même un petit peu au-dessus. mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Et puis contre la montre, voilà, pourquoi pas aller chercher aussi une médaille si la forme est là. Et la course en ligne, ça ne sera pas forcément un objectif pour moi, mais plutôt pour l'équipe de France où je pense qu'on peut aussi faire de belles choses avec une course offensive et on a des belles cartes en cas d'arrivée au sprint. Et ensuite, il y a les 2 courses en Italie qui me restent, donc avec le Grand Prix Emilia et les 3 Vallées Varesine. Donc, je les connais un petit peu moins, ces courses. Mais c'est des courses assez ouvertes où je pense que physiquement, il faut être en forme, mais il y a aussi un côté tactique. Donc, je pense que ça va être des belles courses. Donc, il n'y a plus énormément de courses qui me restent, mais je suis vraiment motivée jusqu'au bout de la saison. T'es motivée pour faire une belle performance. Est-ce que tu es plutôt une coureuse qui fonctionne sur des projets que tu établis au fur et à mesure de l'année, ou est-ce que tu veux vraiment... Tu fais des compartiments. Ma question, c'est est-ce que tu es déjà dans 2024 ou est-ce que tu es concentré sur ta fin de saison 2023 et puis 2024, tu le construiras en octobre, en novembre, quand ça sera le moment. Mais est-ce que tu restes concentré ou est-ce que tu as déjà un peu la tête en 2024 ? Un petit peu des deux. J'ai vraiment envie déjà de me concentrer à fond sur la fin de saison. Mais voilà, dans un coin de ma tête, j'ai quand même 2024 qui passe souvent dans la tête. Donc non, je pense que un petit peu des deux. J'ai déjà regardé un petit peu le calendrier, mais voilà, avec l'équipe, on fait toujours le point en octobre-novembre pour parler de la saison prochaine. Donc, pour l'instant, c'est pas encore défini au niveau de la préparation. Qu'est-ce que je vais adapter parce que le calendrier est un petit peu bouleversé l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà un petit peu regardé pour avoir plusieurs scénarios possibles en tête et comme ça, quand on va en parler en octobre-novembre, j'ai déjà un petit peu réfléchi et que ça soit assez facile, entre guillemets, de discuter avec l'équipe et voilà, j'ai forcément avec les JO, avec le Tour de France l'année prochaine, ça repart en boucle, mais il faut quand même rester concentré sur les objectifs, surtout là quand les dernières courses vont commencer, il faut rester focus sur le jour J. Bon, et c'est vrai que quand tu dis que le calendrier va être perturbé, c'est par rapport aux Jeux Olympiques. Hein, Oui, c'est ça. Du coup, le Giro sera bien avant les JO. Ensuite, il y a les JO et le Tour de France après. Donc, ça ne va pas être la même préparation, je pense, au niveau physique. Donc, il faudra changer pas mal de choses. Bon, intéressant à suivre. Et Juliette, en dehors du vélo, quand elle n'est pas sur son vélo, Juliette, quelle est sa passion ou ses centres d'intérêt ? J'ai pas vraiment d'autres passions que le vélo. C'est vrai que ça prend énormément de place dans ma vie. C'est vraiment surtout ma passion. En étant professionnel. Ouais, c'est ma passion, quoi. C'est un métier passion, donc c'est dur à dire, mais j'aime vraiment passer du temps avec ma famille, avec mes amis. J'aime bien aussi faire du yoga, regarder quelques séries ou lire des livres, des choses un petit peu basiques, un petit peu faire du shopping de temps en temps aussi. Donc on va dire que tout tourne autour quand même du vélo, je pense, pour l'instant dans ma vie. Bon, c'est heureusement, tu vas me dire, heureusement que tu as la passion parce que c'est tellement exigeant que c'est difficile et tu auras probablement, s'il n'y avait pas la passion, ce niveau de performance. Et je voudrais juste ouvrir un dernier chapitre qui est la préparation mentale. Puisque quand on arrive au niveau où tu es,
On en a parlé il y a quelques minutes sur justement la fatigue mentale après 3 semaines de tour, que ce soit en Italie, en France. Il y a cette concentration quand on est leader, cette concentration qui est là. Est-ce que tu travailles avec un préparateur mental? Est-ce que tu pratiques la visualisation lorsque tu vas faire justement des reconnaissances de col, comme tu nous l'as dit sur le Tour de Romandie? Comment tu travailles mentalement? Est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu te gères toi avec des techniques particulières? Là, en ce moment, je suis pas accompagnée, mais j'ai été pas mal donc, dans le passé avec l'équipe de France, avec une préparatrice mentale. Après, on en a eu un avec l'équipe. Et en fait, du coup, lui a quitté l'équipe. Et du coup, depuis, j'ai pas encore repris le contact avec une préparatrice ou un préparateur mental. Mais après, voilà, j'ai acquis énormément de bases. Donc, je pense que je sais quand même faire pas mal de choses. Et bah, par exemple, la visualisation ou les relaxations, etc. Je sais mettre quand même pas mal de choses en place. Mais je pense que c'est un côté qu'on minimise un petit peu, comme je disais avant, et je pense que ça peut me faire passer encore un autre cap. Donc, faut que je revoie ça un petit peu cet hiver. Voilà, si je veux retravailler avec quelqu'un ou si je me renseigne un petit peu plus personnellement sur ce que je peux mettre en place, etc. Donc, c'est une dimension à travailler, je pense. En tout cas, c'est vrai que c'est un élément aujourd'hui qui fait partie du décor du monde professionnel. Et puis, comme je l'ai dit également en introduction, puisqu'on va arriver sur la fin de l'épisode, on voit vraiment que ta carrière, elle se fait pas à pas, que tu progresses d'année en année. Selon toi, alors, je ne sais pas comment positionner ma question, mais selon toi, c'est sur quel axe tu devrais travailler, ou en tout cas, ton ressenti, en te disant je devrais travailler plus ça, qu'est-ce qu'il te manque pour aller franchir les 2-3 marches nécessaires pour être encore plus haut que tu ne l'es aujourd'hui? Je pense niveau entraînement, c'est continuer un petit peu ce que je fais, parce que je sens quand même que je continue de progresser en faisant ce que je fais. Donc, c'est continuer de travailler encore plus dur. Et aussi, je pense qu'une fois que j'aurai atteint un niveau physique, on va dire, dans les montées longues, un petit peu un niveau général assez élevé, je pense qu'il faudra que je travaille un petit peu mon explosivité pour que je puisse faire donc pas forcément l'explosivité au sens pur, mais j'aimerais bien, par exemple, travailler la position en danseuse qui manque quand même actuellement pour faire la différence avec les autres. Et c'est quelque chose que j'ai pas énormément travaillé, voire pas du tout. Et donc, je pense que dans le futur, ça sera peut-être un des axes, voilà, quand tout sera déjà mis en place à 100%, que je puisse aller faire la différence là-dessus. Voilà, au niveau des attaques, voilà, ça sera plus uniquement suivre et de temps en temps attaquer. Ça sera vraiment à moi de prendre les choses en main, je pense, dans le futur pour gagner des courses. Donc, ça sera, je pense, la principale chose à améliorer. Tu veux dire ce jump, ce moment d'explosivité, c'est ce moment d'attaquer, de prendre quelques secondes et ensuite de reprendre ton rythme, en tout cas d'avoir fait l'écart sur les concurrents. Ouais, parce que ça, j'arrive à le faire pour l'instant quand le rythme n'est pas forcément élevé et qu'il faut faire une attaque. Là, j'y arrive plutôt bien, comme au Tour de France où je l'ai fait par exemple dans l'étape de Rodez où j'avais quand même pris de l'avance. Donc ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire. Mais par exemple, dans le Tourmalet, je pense que si j'arrivais à rester en danseuse, peut-être aller 30 secondes de plus ou juste avoir une puissance plus élevée pendant 30 secondes et faire vraiment ce petit écart, et voilà, ça serait, je pense, le plus important quand la vitesse est déjà élevée et arriver encore à faire une différence. Donc, je pense que ça peut m'aider. Ouais, je comprends parfaitement. On arrive sur la fin de l'épisode. Juliette, un grand merci. Je me répète, mais un grand merci pour ta dispo et la richesse de cette conversation aussi passionnante que captivante. Je pense que voilà, les auditeurs qui vont écouter, tu auras probablement des retours, mais c'est une véritable source d'inspiration pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et est-ce que tu aurais justement un dernier mot, un conseil, des mots d'encouragement aux auditeurs, mais aussi à toutes ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui se disent un jour, moi aussi, je serai comme Juliette sur le tour et professionnelle? Ouais, je pense qu'il faut toujours suivre ses rêves. Je pense que c'est le plus important, écouter ses intuitions, ses convictions. Il y a certaines personnes qui diront je pense que tu ne prends pas la bonne décision, etc. Mais il faut s'entourer des bonnes personnes en qui on a vraiment confiance, qui peuvent nous aider à prendre ces décisions. Mais je pense qu'il faut quand même s'écouter soi en premier et, voilà, et vraiment tout donner pour y arriver. En tout cas, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on pense pouvoir y arriver, il ne faut pas avoir de regrets. Faut se faire plaisir et voilà, tout donner pour y arriver. Écoute, un grand merci Juliette pour ces mots inspirants. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir rejoints pour cet épisode ou d'être tout simplement juste fidèles à tous les épisodes du podcast Ultra Talk. Si vous avez aimé cette conversation autant que nous, autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Dans la tête d'un cycliste et laisser une évaluation positive sur la plateforme de podcast préférée.
Ces commentaires sont très précieux pour nous. Restez connectés, nous continuerons à explorer le monde fascinant du sport, de la performance avec nos invités exceptionnels. D'ici là, continuez, comme l'a dit Juliette, à rêver grand, à travailler dur et à repousser vos propres limites. Vous avez le potentiel pour atteindre l'ultra-ordinaire. Merci encore Juliette, et puis à très bientôt, une prochaine fois peut-être, sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci beaucoup Juliette. Merci.